à tous. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos. Cette série de vidéos-là va porter sur la fabrication de certains projets en bois. Vu que moi, j'ai un DEP en ébénisterie et certaines connaissances, j'aimerais ça vous faire part de ces connaissances-là. Je vais évidemment vous montrer que des éléments sommaires. Je vais faire vraiment un début dans ce cours-ci surtout. Vraiment pour vous présenter certains aspects du métier, certains aspects du travail du bois. Je prétends pas être un professionnel dans le domaine, étant donné le fait que j'ai pas travaillé beaucoup en industrie, j'ai surtout été à l'école. C'est vraiment un cours pour initier dans le domaine. Je vais commencer en vous disant que le bois, c'est un matériel qui est facile à travailler. C'est quelque chose de quand même mou, qui ne nous demande pas nécessairement d'aiguiser nos lames à toutes les 3 secondes comme le métal. Mais ça reste quand même important de connaître le bois, de connaître ses propriétés, puis de connaître aussi les machines avec lesquelles on travaille le bois, pour vraiment être plus sécuritaire et être plus efficace lors de la fabrication de certains projets. Une chose qui est vraiment importante avec le bois massif, parce que quand on parle d'ébénisterie, les gens pensent surtout à bois massif sans savoir que c'est du bois massif. Pour les gens, c'est du bois, mais il y a plein de matériaux différents qu'on peut utiliser. Donc le bois massif, il travaille vraiment beaucoup. C'est un matériel qui peut crochir avec le temps, qui peut voiler, qui peut courber avec le temps, qui s'élargit et s'épaissit aussi avec les différences d'humidité et de température. C'est important de connaître ces notions-là, parce que c'est aussi ça qui va faire la solidité d'un matériel, qui va faire aussi si on choisit de faire du bois massif ou non. Évidemment, il y a certains séchages qui nous permettent d'avoir un bois d'ébénisterie de qualité, qui nous permettent en fait de descendre le pourcentage d'eau dans le bois à 8%. C'est un séchage qui se fait sur 2 à 3 ans, qui peut être même fait chez soi, à l'extérieur. Il y a certaines techniques pour faire le séchage, mais j'aborderai pas ça nécessairement, étant donné le fait qu'on peut surtout en acheter directement en magasin. Mais ce séchage-là, ce pré-séchage-là, nous permet de transporter ce bois-là dans un endroit qui était plus sec vers un endroit plus humide, et le retour vers un endroit plus sec va se faire de façon beaucoup moins brutale, puis le bois a moins de chances de craquer, de fendre, de se briser. Du bois, ça ressemble à ça. C'est fait comme des pailles. Malheureusement, j'ai pas de paille avec moi, mais j'ai des pinceaux que je peux vous illustrer. Dans le fond, c'est plein de petites tiges, de petites pailles qui sont faites sur le long. Le but de ces pailles-là, c'est de prendre l'eau qui est dans le sol puis de la ramener jusqu'aux feuilles en haut des arbres. Fait que c'est pour ça que c'est fait comme ça. Puis ils sont toutes agglutinées ensemble. Donc, ce qui va faire aussi que quand on va la regarder debout, on va voir des picots, on va voir des petits cercles. Parce que justement, le bois debout, c'est le bois de la tranche, c'est le bois où est-ce qu'on a tranché la paille. Donc ça va être aussi plus difficile de trancher plutôt que de refendre, parce que quand on refend, les pailles, on les sépare, ce qui est beaucoup plus simple à faire que quand on fait juste les couper de façon transversale. Il y a aussi la finition, qui va être bu plus rapidement et plus facilement par les extrémités du bois, ce qui fait aussi qu'on va avoir certaines techniques plus tard dans un autre cours pour vraiment être capable de faire en sorte que le bout de bois ait une texture lisse et non une texture mate parce qu'il aurait absorbé tout le vernis. Le bois, ça se vend en bois brut, puis les épaisseurs vont varier. Le minimum, c'est 1 pouce d'habitude, puis ça peut aller jusqu'à 2-3 pouces d'épaisseur. Si vous voulez plus épais que ça, vous pouvez y aller aussi, aller directement dans une scierie. En allant directement dans une scierie, vous pouvez obtenir des épaisseurs différentes. Le bois brut se vend par contre en quarts, c'est-à-dire que pour du 1 pouce, c'est 4 quarts. 4 sur 4, ça donne 1. 5 quarts, c'est 1 pouce et quart. Puis ça me va comme ça en montant, 7, 8, 9 quarts, etc. Puis on va voir qu'avec du bois massif, non seulement les textures, les couleurs, la solidité va changer selon le type de bois. Puis ça, c'est vraiment important à savoir aussi. Je vais faire une petite parenthèse sur le PMP, puisque le PMP, c'est le calcul du pied mesure planche, qui est un calcul qui ressemble à ça ici. Ce calcul-là, il va nous permettre d'acheter du bois brut. C'est-à-dire que si on veut acheter du bois massif, il faut savoir combien de planches de 12 pouces par 12 pouces par 1 pouce est contenu dans la quantité de bois qu'on a besoin. Donc un PMP, c'est ça, c'est 12 par 12 par 1. Donc si je vous donne un exemple, j'ai besoin d'avoir une planche de 8 pouces par 8 pieds de long par 1 pouce d'épaisseur. 8 pieds, c'est 96 pouces. On fait le calcul qui est le suivant. Et ensuite, on va obtenir 5,33 PMP. Donc, quand on va avoir au comptoir, on va pouvoir dire au gars, je veux tant de PMP de bois, de telle sorte, etc. Je peux vous présenter certains bois. Les bois les plus communs en Amérique du Nord, au Canada, sont l'érable, le merisier, le chêne, le frêne, l'hêtre, le noyer, l'acajou.
Donc, c'est des bois qu'on peut pratiquement trouver partout. Des bois qui sont un peu moins solides que ceux-là, parce que ceux-là sont pas mal dans les mêmes densités. Le noyer est un peu plus mou que le reste. L'érable, le chêne, le frêne, ça se tient dans les mêmes zones. Il y a des bois qui sont plus mous. Il y a de l'épinette, mais ça, on l'utilise pas en ébénisterie. D'habitude, c'est juste utilisé dans les 2x4. Ça, on touche pas à ça. C'est trop humide, c'est trop croche. Fait que c'est difficile à travailler. On peut pas travailler ça. Ce qu'on peut travailler, par contre, c'est le pin. Il y a du pin blanc qui existe, puis qu'on peut utiliser. C'est une des sortes que je connais. Sinon, à part le pin, il y a le cèdre aussi, qui peut être pratique, mais encore une fois, ça se vend surtout en bois de construction, mais c'est possible de l'acheter en bois brut aussi. Sinon, évidemment, il y a l'ébène, qui est très très cher, puis qui se vend en petite quantité. Il y a le palissandre, il y a certains autres bois qui sont très exotiques, qu'on peut avoir aussi en très grande planche. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir directement vos fournisseurs pour avoir des informations au sujet de ces bois-là. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il y a d'autres matériaux qui existent. Le premier matériau que je vais vous montrer s'appelle le contreplaqué. Du contreplaqué, on a aussi de construction. C'est probablement celui que vous avez déjà vu. Il ressemble à ça ici. Il est très brut, très rough. Il n'est pas très esthétique. Il y a juste 5 plis, puis c'est des épaisseurs qui sont très épaisses. C'est un matériel qui est facile à utiliser, qui gauchit souvent. Donc, on peut faire attention à ce type de matériau en ébénisterie. On ne l'utilise pas souvent. On peut plus l'utiliser si on veut faire des trucs, des gabarits, des trucs broche à foin un peu. Donc, c'est à vous de décider si vous en avez besoin ou non. Sinon, on peut avoir dans le contreplaqué qui est plus fancy, quelque chose qui est plus propre, plus beau. J'aime vraiment ce matériel-là. C'est un de mes matériels préférés. Je l'utilise pour tout parce que c'est solide. En même temps, ça se vend en panneau. Ça se vend soit en 5x5, en 5 pieds par 5 pieds, 60 pouces par 60 pouces, ou bien par 48-96 pouces, qui est 4x8. Ce bois-là, ce type de bois-là, ce type de matériel-là, en fait, le contreplaqué de merisier russe, comme je l'appelle, c'est un matériel qui est facile à utiliser, facile d'entretien. On peut faire une finition dessus, vu que c'est exactement le même principe que du bois massif. Je vais vous l'expliquer juste après. On peut mettre un vernis, on peut mettre de la teinture dessus. Puis les champs sont quand même assez beaux, parce qu'ils ressemblent à ça ici. C'est de 5 à 13 couches. Donc, des couches impaires, tout dépendant justement de si on a du 1/4 ou si on a du 1 pouce, qui est en fait les deux extrêmes. On peut avoir toute une bonne gamme d'épaisseur entre ces deux-là. Ce qui est le plus communément utilisé est le 5/8 de pouce ou le 3/4 de pouce. Comme je vous ai dit, moi je fais pratiquement tout avec ça. J'ai fait ma base de lit, j'ai fait mon bureau d'ordi. Je fais pratiquement tout avec ça. C'est vraiment un matériel qui est facile à utiliser. Ça évite de faire des collages. Parce qu'un panneau, l'avantage avec ça, c'est que ça vient vraiment déjà droit. On n'a pas besoin de se taper toutes les étapes qu'on va voir plus tard dans un autre cours pour vraiment faire en sorte qu'on obtienne une planche de bois massif. Vous allez me demander pourquoi un nombre de couches impair. La réponse est simple, c'est pour contrebalancer les forces. On fait aussi ce qu'on appelle, vu que c'est des plaquages qui sont mis un par-dessus l'autre, on fait aussi du fil contre fil, c'est-à-dire on met le grain du bois contre le grain du bois de la couche supérieure pour contrer justement encore une fois les forces pour éviter que le panneau gauchisse. Donc c'est un matériel qui est très stable comparativement au bois massif. Il est un peu moins que certains autres matériaux qu'on va voir plus tard, mais il y a une structure, c'est solide, c'est esthétique. J'aime vraiment ce matériel-là. Ça se vend souvent de deux façons différentes. Comme je vous ai dit, deux différentes de grandeur, mais aussi deux qualités différentes. La qualité où est-ce qu'on va avoir des trous qui vont être patchés, ça va ressembler à un ovale. Des fois, ça a une autre forme. Ça ressemble à ça environ. Puis ça se place dans le milieu de ta planche, puis on peut le voir. Ça peut ruiner l'esthétique quand on veut vraiment avoir quelque chose de pur. Donc, on peut aussi acheter du merisier russe qui est beau sur les deux faces, qui a aucune patch, mais ça va coûter évidemment plus cher. Les autres alternatives au bois massif, qui vont nous faire économiser encore de l'argent une fois, pour faire des zones où c'est pas nécessaire d'avoir du bois massif, où c'est pas nécessaire d'utiliser le bois massif ou de le pratiquer, c'est évidemment le MDF et le particule. Donc, le MDF, qui veut dire Medium Density Fiber, a deux homonymes à lui. Il y a deux autres types de MDF qui s'appellent le HDF et le LDF, tous les deux respectivement pour High et Low Density Fiber, chose qui en fait n'est pas utilisée souvent, étant donné le fait que le MDF coûte moins cher la majorité du temps puis fait en masse la job. Mais si on veut changer au niveau, ça va changer le poids. Si on a du HDF, ça va être plus lourd, du LDF, ça va être plus léger, donc on peut aller jouer là-dedans aussi si jamais on veut faire quelque chose de plus léger, si on fait une construction qui est vraiment plus légère. Le MDF peut nous servir à faire des caissons qui vont être capés, qu'on va mettre des choses dessus.
Ils peuvent nous servir aussi à faire une finition polissée, c'est-à-dire une finition quasiment miroir. On peut obtenir une certaine expertise à un certain point où on est capable de faire quasiment comme un piano ou un cercueil sur du MDF. Donc le MDF est quand même aussi facile à travailler pour ça. Sinon, vu que c'est de la poussière et de la colle compressée, ça fait beaucoup de poussière, je vous recommande de porter un masque quand vous coupez du MDF ou quand vous le travaillez. Un masque de poussière, évidemment. Ça va éviter d'avoir de la poussière de MDF dans les poumons. La colle, elle peut être toxique, ça peut être dangereux à long terme et en grande quantité, évidemment. Je parle ici de doses extrêmes. Ça colle sur les vêtements parce que la petite poussière est tellement fine qu'elle devient chargée électronégativement. Ça colle sur les vêtements à cause de la statique, etc. On peut obtenir le MDF dans du 4x8 comme la majorité des panneaux. Puis l'avantage d'un panneau comme celui-là, contrairement au bois massif, c'est que ça coûte moins cher. Puis en plus de ça, ça ne travaille pas. Parce qu'il n'y a pas de structure. C'est juste du carton compressé quasiment. C'est de la poussière, c'est de la colle. Évidemment, ça va faire travailler vos outils. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des lames avec des embouts de carbure, chose qu'on va voir plus tard. Si vous avez des, comme on dit, des couteaux rapides, des couteaux qui sont faits pour couper le bois massif, vous êtes mieux de les changer. Vous êtes mieux de changer vos lames, vos couteaux de toupie pour avoir une lame en carbone qui va être protégée contre la colle parce que la colle, c'est difficile à couper. Évidemment, le MDF, ça se coupe. Je dis que c'est difficile à couper, mais ça reste que ça se coupe très bien. Sur un bantier avec une lame combinée, ça se coupe très bien. C'est quasiment comme dans du beurre, contrairement au bois massif qui, lui, va vraiment venir se tendre, va venir travailler contre la lame, puis va des fois aussi bloquer, ce qui fait aussi qu'avec le MDF, on n'est pas obligé de porter sur le bantier directement, on n'est pas obligé de porter un couteau diviseur, alors qu'avec le bois massif, c'est nécessaire. Malheureusement, pas de structure veut aussi dire que ça s'affaisse sous son propre poids, donc si on fait une étagère en MDF, avec le temps, même s'il n'y a rien dessus, il y a bien les chances que l'étagère devienne ronde, s'affaisse avec le temps. On va maintenant parler du particule. Le particule, c'est un peu le même principe que le MDF, sauf que c'est des copeaux. Donc c'est des copeaux, de la colle, c'est compressé, ça fait un panneau. C'est encore une fois vendu en 4x8, puis ça a environ les mêmes propriétés que le MDF. La seule différence, c'est qu'on peut pas le finir directement. Il faut tout le temps appliquer quelque chose dessus. Puis ça, on va le voir tantôt avec les revêtements. Le particule ne travaille pas. Il n'y a pas de structure. Par contre, même s'il est cheap, même s'il coûte moins cher, il va nous permettre de faire des comptoirs, va nous permettre de faire des choses qu'on ne ferait pas en bois massif, surtout si on vient le cacher avec quelque chose. Ça ne sert à rien de mettre du bois massif si on vient mettre un stratifié par-dessus, par exemple. Donc, à chaque fois qu'on parle d'un revêtement, à chaque fois qu'on parle de venir cacher quelque chose, c'est tout le temps du MDF ou du particule, surtout le particule. Dans le MDF, comme dans le particule, il y a beaucoup d'absorption. Le bois massif va surtout absorber sur ses extrémités. Le MDF, le particule, c'est partout. Ça absorbe partout, ça absorbe dans tous les sens, ça va gonfler, puis aussitôt que la structure est atteinte, aussitôt que le panneau y est gonflé et fendu, c'est bon pour la poubelle parce que malheureusement, ça va perdre toute de sa solidité. Puis s'il y avait un assemblage à cet endroit-là, l'assemblage va casser, que ce soit des biscuits ou que ce soit des vis, qu'on va voir plus tard évidemment. Si on fait des étagères aussi en particules, ce qui arrive souvent, surtout dans la mélamine, il faut s'attendre à ce qu'il s'affaisse avec le temps. Donc, soit on fait un meuble, une structure pour vraiment venir solidifier l'étagère ou on choisit un autre matériel que le particule pour faire des étagères, par exemple sur un mur qui ont deux crochets comme ceux-là où est-ce que la tablette est déposée. Et surtout si on met des objets lourds. Pour les types de revêtements, comme j'en parlais justement, ça va être bien important de choisir le bon revêtement que vous voulez. La mélamine, c'est une mince couche d'une petite pellicule qui est appliquée sur la particule ou sur le MDF. Et cette pellicule-là est généralement blanche. Elle va sur les deux côtés. Comme je vous ai dit tantôt, il faut tout le temps avoir un nombre impair de couches. Là, on en a 3 pour éviter que ça gauchisse. Donc, c'est une mince couche. Puis, on peut l'appliquer aussi sur un fibrex qu'on appelle, qui est un genre qui ressemble un peu à du Masonite. Ça peut permettre de faire des dos quand on veut pas payer trop cher pour faire un dos de meuble. On a souvent ça sur les meubles Ikea. Si vous avez remarqué, c'est 1/8 de pouce, c'est très très mince, puis c'est cloué en arrière ou même broché en arrière du meuble. La mélamine, ça se lave bien. L'avantage avec la mélamine aussi, c'est que ça protège bien le particule ou le MDF. Le désavantage, c'est qu'il faut qu'on capte les champs, il faut qu'on bouche les places où est-ce qu'il y a du particule qui est apparent. Ce qu'on va utiliser, c'est des bandes de champ qui ressemblent à ça ici. Puis ça peut être utilisé dans différentes épaisseurs. Il y a des machines aussi, mais ça, on n'approchera pas ça nécessairement. Je vais peut-être plus en parler dans le bout où je vais vous parler de la colle contact, où est-ce qu'on peut utiliser la colle contact pour coller ce genre de bande-là. Mais il y a aussi une autre technique que moi j'utilise le plus souvent quand je fais des projets personnels. C'est une bande qui est auto-adhésive avec
contact à la chaleur. Donc si on utilise un fer passé, on est capable vraiment de venir coller la bande par elle-même. Ça fait moins de gâchis, moins de choses à nettoyer, etc. Fait que ça, c'est de la mélamine. Comme vous pouvez voir, il y a du particule sur le côté. On voit vraiment la tranche, la petite pellicule de mélamine qui est appliquée sur le dessus et en dessous. Donc on va vraiment venir chercher à cacher ça ici. On va utiliser surtout la mélamine parce que c'est facile, ça coûte pas cher. Le client est souvent satisfait grâce à ça. La mélamine, c'est rendu très courant en ébénisterie, surtout quand je parle d'ébénisterie de cabinet de cuisine, de cabinet de salle de bain. Évidemment, ça requiert aucune finition, sauf que c'est très fragile. Il faut faire vraiment attention quand on manipule ce genre de produit-là parce que la mélamine, ça peut faire des éclats sur les côtés. Donc il faut avoir un banc de scie spécial avec une lame qui précoupe la mélamine en dessous, qui va vraiment nous permettre d'avoir les deux côtés de la tranche qui sont vraiment parfaites. Le stratifié, on l'a dans plusieurs couleurs, plusieurs motifs. On peut avoir aussi des imitations de bois. Et on peut l'utiliser davantage pour venir faire des comptoirs. Quand on fait un comptoir en particules, on peut venir le caper avec du stratifié, qui est plus résistant que la mélamine encore, puis aussi qui va vraiment faire un beau travail s'il est bien appliqué. Encore une fois, ça peut être déjà vendu préfait, mais la majorité du temps, ça se vend en rouleau, puis on l'applique nous-mêmes avec de la colle contact. Le stratifié a aussi une sous-couche pour venir le contrebalancer pour que ce soit vraiment un nombre impair de couches. La majorité du temps, si on l'achète en panneau directement, il va y avoir un stratifié sur le dessus, puis une couche en dessous de carton compressé. Donc le stratifié a l'avantage d'avoir un overlay, c'est-à-dire qu'on a la texture, ensuite de ça on a une petite couche, une pellicule transparente qui vient protéger le fini, ce qui fait qu'il est plus résistant que la mélamine, il est aussi plus épais, c'est souvent aux alentours de 1 mm qu'on va trouver le stratifié. Ensuite de ça, il y a le plaquage qui va vraiment venir imiter le bois, qui se vend surtout en panneaux déjà faits. Il va être appliqué sur soit un MDF ou un particule comme le stratifié, et il va nous permettre vraiment de faire semblant que c'est du bois. Donc si mettons je voudrais faire une table, je pourrais faire le milieu de la table avec un particule qui a appliqué dessus un plaquage, ou venir appliquer mon plaquage moi-même parce que le plaquage se vend aussi en rouleau comme le stratifié et s'applique de la même façon. Si j'ai ça, un panneau de plaquage dans le milieu, je vais pouvoir venir faire semblant que j'ai collé, fait un gros assemblage de bois massif, même si c'est pas le cas, puis venir juste caper les bouts, les extrémités pour faire vraiment un pourtour de table, une ceinture qui va être en bois massif, qui va nous donner vraiment l'illusion que la table en elle-même est en bois massif. L'avantage et tout de ce panneau-là, de ce type de panneau-là et avec ce revêtement-là, c'est que vu qu'il travaille moins que le bois massif, la table va avoir moins de chances de gauchir, puis aussi notre assemblage qui va être notre bois massif aux extrémités va avoir moins de chances d'ouvrir et on va avoir moins de fentes qui vont être apparentes, contrairement à si on avait fait un milieu en bois massif exclusivement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours considérer, étant donné le fait qu'on a ces matériaux-là à notre disposition. Prendre tout le temps quelque chose qui ne travaille pas, pour si on veut venir l'encadrer avec du bois massif qui travaille. On peut l'utiliser surtout pour faire des grandes surfaces, ça nous sauve des coûts, ça nous sauve du temps, c'est vraiment pratique, puis ça se finit. La finition qu'on peut appliquer dessus, c'est exactement la même que celle qu'on peut appliquer sur le bois massif, c'est-à-dire vernis, teinture, etc. Ça peut aller dans ces zones-là. Donc, en terminant, les mots qu'il faut qu'on se rappelle, évidemment, la différence entre le panneau, le contreplaqué et le bois massif. Il faut connaître ces différences-là pour vraiment être au courant de quel matériau est le meilleur pour nous, lequel on devrait utiliser. La différence entre la mélamine, les stratifiés et le plaquage, qui sont 3 revêtements dont je vous ai parlé. Je sais qu'il y a d'autres types de matériaux aussi qui existent, qu'on peut utiliser, mais dans une session comme la mienne, j'aime mieux vous montrer ce que moi j'utilise et aussi ce que je pense qui est le plus pratique à utiliser, mais si jamais vous trouvez d'autres matériaux qui vous conviennent le mieux, allez-y, prenez ces matériaux-là. Il faut se souvenir aussi du calcul du PMP, que je vais vous afficher encore une fois ici. Je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous envoyer vers un site internet qui va vous permettre de vous rappeler du calcul. Il faut faire aussi la différence entre le bois de fil et le bois de boue. Le bois de fil étant évidemment, comme je vous ai expliqué, le bois quand on le regarde sur sa longueur, quand on le regarde sur l'extrémité du bois, sur la tranche, on parle vraiment de bois de boue. Le bois de fil boit moins que le bois de boue et aussi il n'y a pas la même texture, pas la même apparence, donc il faut vraiment faire attention à ces choses-là. C'est maintenant à vous de jouer, à vous d'essayer de trouver les matériaux qui vous sont nécessaires. Je vais vous mettre dans la description le lien de certaines chaînes YouTube qui m'inspirent en ébénisterie. C'est un bon début pour un premier cours, donc si vous voulez connaître la suite de cette série-là, je vous invite à vous abonner. Merci de votre attention, au plaisir de vous revoir, à la prochaine.